Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez choisi de faire rimer concepteur avec animateur. Vous avez créé des rendez-vous de télévision où le champagne a rendu les propos de vos invités particulièrement pétillants. Le parcours haut en couleur d'un homme en noir. Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour Jacques. Alors, merci de me recevoir. C'est un bonheur de vous recevoir parce que vous avez un parcours tellement étonnant qu'on va l'évoquer dans les clés d'une vie à travers des dates clés, à l'occasion de la sortie de ce livre L'homme en noir chez Plon, qui est un livre pas comme les autres, on va expliquer, c'est une émission pas comme les autres, un peu comme les clés d'une vie d'ailleurs, puisqu'on peut parler en toute liberté pendant 1 heure. Voilà. Parlons vrai. Première date que j'ai trouvée vous concernant, c'est le 1er octobre 73, la sortie d'un livre qui s'appelle Ciné-moi. Oui. Votre deuxième livre. Oui. Il est sorti ce jour-là. Oui, effectivement, j'ai toujours écrit. J'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Alors j'écrivais sur des cahiers d'écoliers que je collais ensemble. J'avais écrit un livre qui s'appelait Fugue en gros bémol. Et puis en 73, je suis parti en Grèce je travaillais déjà dans la publicité. J'ai pris 6 mois, parce qu'à l'époque on pouvait prendre 6 mois, c'était pas un problème. Quand je suis revenu, il y avait mon bureau qui était resté en l'état. Et j'ai écrit ce livre, Ciné-moi. Alors, le pitch, c'est... il est allé tellement au cinéma qu'il ne sait plus de quel côté de l'écran il est. Sauf que c'était pas non plus l'horoscope du Caire, c'était moins bien. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, les bobines ont été inversées, un peu comme au cinéma. D'ailleurs, on s'est toujours demandé pourquoi il y avait 2 bobines au cinéma. Tout simplement parce que s'ils avaient été sur une, les camionnettes n'étaient pas assez grandes pour transporter les films dans les cinémas. Je savais pas ça. Et c'est pour ça qu'on a mis 2 projecteurs dans chaque cinéma. Alors, il se trouve que ce livre, vous l'avez écrit et vous l'avez montré à quelqu'un qui a été éditeur pendant 30 ans et qui est aussi celui qui a écrit les commentaires de Nuit et Brouillard, qui est Jean Quérol. Bien sûr, Jean Quérol. Moi, je connaissais personne et je l'ai envoyé par la poste. Et il y a Mathieu Gallet, enfin pas le Mathieu Gallet de Radio France, le Mathieu Gallet de chez Grasset, et Quérol qui me répondent ça nous intéresse. Quérol s'est pris d'affection pour moi, comme il s'était pris d'affection pour Jean-Marc Roberts à la même époque. Et il m'a pas fait assez travailler. Voilà, c'est le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il aurait dû me faire recommencer le livre plusieurs fois. Mais bon, c'était en tous les cas formidable d'être publié au Seuil à 24 ans. Quoi. Voilà. Alors ça, c'était au retour d'un voyage en Grèce. Et en Grèce, vous avez immédiatement, en arrivant, pensé à un film. Oui, je pensais à Zorba. Hey boys, did you ever see a more splendiferous Ce qui crash? est fou, c'est que cette danse a été créée pour le film et on a fait croire qu'elle était antique. Et c'est vrai que vous avez pensé à ce film en arrivant. Oui, parce que je suis arrivé l'hiver, et c'est pas du tout la Grèce qu'on a en tête. Il pleuvait au Pirée, et puis il y avait que des Grecs, il n'y avait pas de touristes, et on prenait un bateau pour aller dans les Cyclades, c'est-à-dire à Ios dans les Cyclades. Aujourd'hui, vous faites ça en 2 heures. Là, il fallait pratiquement une journée, on dormait là. Je crois qu'on dormait sur le bateau, enfin c'est un bateau à vapeur, l'Evangelistria il s'appelait. Et c'est vrai que, voilà, j'ai eu un choc j'étais comme l'anglais... Alan Bates. Alan Bates, bravo. Comme Alan Bates qui arrivait et qui rencontrait... Moi j'ai rencontré un vieux paysan grec qui a été un peu mon Zorba, ouais. Alors il se trouve aussi, vous avez parlé de Fugue en gros bémol, et que finalement, quand on prend ce livre, la préface, c'est la première auto-interview Thierry Ardisson. Vous avez raison, bravo, c'est vrai. C'est vrai que Fugue en gros bémol, je commençais, c'était Ardisson qui a interviewé Thierry. Et alors c'est d'une impudence absolument incroyable, parce que comme je voyais Pierre Dumayet ou des groupes à la télé faire des interviews d'écrivains, moi j'étais complètement dans le truc, évidemment sans vergogne. Et j'expliquais mon livre dans cette préface, absolument. Voilà. Et Pierre Dumayet, d'ailleurs, il a eu un jour un gros problème. Jules Romain est arrivé à Lecture pour tous en croyant qu'il devait lire ses livres. Ah oui. Et il a commencé à lire son texte. Ça a été très très dur. Ah oui. Alors il se trouve que vous dites de ce livre que c'est un peu votre Rosebud, Thierry Ardisson. C'est-à-dire c'est fondateur en tous les cas. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre, donc j'avais Fugue en gros bémol, j'avais 13 ans. Et finalement, quoi qu'il me soit arrivé dans la vie, j'ai toujours écrit. J'ai fait à peu près 7-8 bouquins, celui-ci étant le dernier, mais j'ai toujours écrit malgré la pub, malgré la télé. J'ai toujours trouvé le temps d'écrire des livres et j'ai fait 2 best-sellers, ce qui pour moi, évidemment, ma seule vraie victoire, c'est d'avoir fait l'émission de Bernard Pivot. Apostrophe. Pour Louis XX, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire là, quand je me suis retrouvé sur le plateau d'Apostrophe, c'était un Graal, quoi. 100 000 exemplaires, quand même, ce qui n'est pas fréquent aujourd'hui. Oui, tout le monde m'a dit que tu fais un livre sur
la fin des Bourbons de la branche aînée au 19e siècle. T'as fumé la moquette, t'as fini de bien faire, mon pauvre Thierry. Et puis j'en ai vendu 100 000 parce que, voilà, il y avait un style, il y avait une autre façon de parler de l'histoire, de raconter l'histoire, disons. Alors, quand je parle de Rosebud, c'est qu'il y a un lieu qui aurait pu être aussi votre Rosebud, mais même si vous êtes resté très peu de temps, et ce lieu, il peut être évoqué par une chanson de Pierre Billon. Même si je n'atteins jamais la Creuse, je rendrai ma famille. Une des premières chansons de Pierre Billon, même si je n'atteins jamais la Creuse, et vous êtes né dans la Creuse tout à fait par hasard. Ce qui a permis à tous mes potes de se foutre de ma gueule toute ma vie, en disant le Creusois. Alors j'ai rien du tout de Creusois, ma famille est de Nice, Oui. et mon père, faisant des travaux publics, on déménageait assez souvent. Voilà. Mais il se trouve qu'Annie Dupéret vit aujourd'hui dans la Creuse une partie de l'année. Nathalie Baye, une maison. Nathalie dans la Baye Creuse. et Johnny ont vécu dans la Creuse sans dire qu'ils étaient là d'ailleurs, pour être tranquilles. Mais c'est vrai que c'était un accident de parcours parce que votre père se déplaçait régulièrement selon les commandes. Il était ingénieur. Oui, ça, mon père était ingénieur de travaux publics, donc quand il y avait le tunnel sous le Mont Blanc, on habitait à Chamonix. Quand il y avait l'autoroute du Sud, on habitait à Fontainebleau. Quand il a fallu reconstruire la base de Mersel-Kébir, on est parti en Algérie. Donc je suis pas pied noir, mais j'ai connu l'Algérie française. Et c'est vrai que à la fois ça m'a formé, ça m'a appris à m'adapter, parce que j'arrivais dans une ville, je connaissais personne. Et dès que je connaissais 4 personnes, on s'en allait. Mais en même temps, j'avais pas d'amis d'enfance, puisqu'on déménageait tout le temps. Et ça aussi, ça m'a amené à l'écriture. C'est-à-dire le seul endroit où j'écrivais, j'étais tout seul chez moi, pendant que mes parents écoutaient la radio, regardaient la télé. Moi, j'écrivais des livres. Voilà, vous écriviez sous l'escalier, je crois, au Exact, départ. bravo, oui. Et sous l'escalier, parce que c'était pas simple, c'était pas une vie de luxe. Les fins de mois étaient justes, disait. Oui, c'était une vie. Franchement, c'était une vie assez triste parce que bon, déjà, il n'y avait pas d'argent. Mon père n'avait pas su choisir entre sa mère et sa femme, donc il a imposé sa belle-mère à ma mère, enfin sa mère à ma mère. Ma mère supportait pas sa belle-mère, évidemment, comme c'est souvent le cas. Et puis, moi, j'avais le sentiment que je me demandais ce que je foutais là, quoi. Je me disais, mais il y a une erreur à la maternité. Je comprends pas ce que je fais là. Ils ont pas d'argent. Moi, je mériterais d'en avoir plus. Enfin, j'étais révolté contre un truc. Et j'ai mis des années et des années à finalement comprendre ce que mon père m'avait apporté, à commencer par le cinéma, l'humour, effectivement, les chansonniers, l'info avec Europe numéro 1 et Paris Match. Mais c'est vrai que ce livre, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que après avoir, pas méprisé, mais avoir mal aimé mon père à cause de ça, là, j'avoue que finalement, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, j'ai un peu vécu par procuration la vie qu'il aurait aimé vivre. Hein. Donc, il m'a donné il m'a donné envie, voilà. Il se trouve que vous évoquez aussi votre grand-père Marius, qui était chef de gare dans une gare où les trains ne s'arrêtaient jamais. Ouais, les trains ne s'arrêtaient jamais parce que il n'a pas été collaborateur, mais il était pétainiste. Oui. Et à la fin de la guerre, il bossait à la gare de Cannes, tout le monde a dit non, mais Ardisson, il a soutenu le maréchal. Donc il est resté à la SNCF, mais il est parti dans cette gare incroyable où les trains s'arrêtaient jamais. C'est beau d'ailleurs. Et vous avez ensuite rencontré des locomotives tout au long de votre carrière. Voilà, exactement, bravo. Et alors, il se trouve qu'ensuite, et vous l'évoquez dans ce livre, il y a le collège Saint-Michel à Annecy, qui fait aussi partie de vos souvenirs, parce qu'on vous a appris la discipline, Thierry Ardisson. Oui, ça m'a servi après. C'est-à-dire que sur le moment, c'était pas toujours évident. Mais après, quand par exemple, j'ai pris de la drogue et j'ai voulu en sortir, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais une base quand même. Je savais me faire mal. Voilà. Parce que quand on est chez les curés, par exemple le matin, on dormait, ils arrivaient, ils allumaient toutes les lumières. Si vous ne le leviez pas immédiatement, ils mettaient le matelas par terre, vous vous retrouvez le nez contre le plancher, ils ouvraient les fenêtres. À Annecy, il fait froid en hiver. Et après, il fallait prendre une douche froide. Après, il y avait messe. Et seulement après la messe, on avait le petit déjeuner. Il faut voir ce que c'était. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ce collège Saint-Michel va fêter son centenaire l'année prochaine. Et il vient de lancer sur Internet une opération pour retrouver les anciens élèves. Ah bon? Oui, pour les inviter en 2026. Ah ben volontiers, si vous voulez avoir un contact quelconque avec Je eux. vous donnerai le contact. J'irai volontiers, oui. Alors, il y a eu ensuite la fac, mais la fac, ça a été l'anglais pendant 2 ans. Oui, la fac, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en fac à Montpellier, que je passais ma vie en Camargue, dans les boîtes de nuit, à la Churrascaïa, et que, en fait, j'allais pas au cours, parce que l'anglais, je l'apprenais en écoutant les Beatles. Et ce qui s'est passé, c'est que
la veille du grand examen de 2e année d'anglais, j'ai reçu le disque des Beatles Sgt. Pepper. J'ai passé la nuit à l'écouter. Le lendemain, je dormais sur le bureau, quoi. Donc, non, j'ai pas fait des... En fait, l'anglais, c'était un peu ridicule parce que on m'apprenait les poètes anglais, on m'apprenait Shelley. Moi, j'avais besoin de comprendre Gene Vincent et les Beatles. J'ai pas besoin de connaître Shelley, quoi. Non. Et puis en plus, les études, ça vous intéressait pas vraiment. Non, c'est vrai. J'ai toute ma culture. Je me la suis faite. Je suis un autodidacte. J'ai appris tout seul. J'ai beaucoup de curiosité. Et je cherche beaucoup, je passe ma vie à Internet, pour ça c'est génial. Et j'ai jamais supporté qu'on m'enseigne quelque chose, mais moi, je m'enseigne très bien tout seul. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où vous avez dit, je vais vivre ma liberté. Oui, c'est-à-dire que j'avais 16-17 ans, mon père me dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour ton bac? Et j'ai dit partir. Ce qui était vraiment terrible pour eux. Et je suis allé à Juan-les-Pins, parce qu'à l'époque, c'était avant Saint-Tropez, c'était Juan-les-Pins. Je suis allé à Juan-les-Pins, et puis, au bout de 3 semaines, j'avais plus d'argent. Et un jour, j'étais sur la plage, comme ça, mais je savais pas quoi foutre. Et il y a un type qui passe sans doute pour me draguer, mais j'avais pas l'esprit mal tourné. Il vient, il dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis rien. Il me dit, vous allez être disquaire à l'époque, au Whisky à Gogo à Juan-les-Pins. Et là, ma vie a commencé, comme disait Johnny, elle a commencé comme ça, oui. Et elle a continué avec d'autres choses. Et il y a une date très particulière que j'ai trouvée. On va l'évoquer dans quelques instants, le 22 février 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Ardisson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thierry Ardisson pour ce livre L'homme en noir chez Plon qu'on évoque en filigrane au fil de cette émission et qu'on va développer tout à l'heure. J'ai trouvé une date étonnante. Le 22 février 2021, une vente aux enchères de livres d'art par Adair et une collection complète des 14 numéros de façade a été mise aux enchères à 1 400 €. Absolument. C'est fou, hein? C'est-à-dire que façade... Ça, c'est à la fin de la pub. Je faisais de la pub, mais l'inanité du métier m'apparaissait chaque jour un peu plus. Là, dire que l'eau minérale Vittel est mieux que l'eau minérale Evian, si vous voulez, au bout d'un moment. Et donc, j'étais un peu lassé. Et on a fait effectivement Façade, un magazine branché des Halles. Et c'était, moi, à l'époque, c'est étonnant ce que vous dites, parce que à l'époque, je disais déjà, on finira au musée, quoi. Oui. C'était un journal, déjà c'était comme dans la pub, chaque article générait sa propre mise en page. C'est pas comme les journaux qui ont des colonnes préétablies. Nous, on inventait chaque double page, on était libre à l'intérieur de la double page, comme dans une annonce de pub, sauf qu'on communiquait autre chose que des produits. Et le premier article de ce journal, c'était tous les gens, c'était l'époque d'ouverture du musée Pompidou à Beaubourg, et il y avait tous les ouvriers. Et le texte, c'était Beaubourg, Façade présente les 93 premiers exposants. C'est fou, hein? Voilà. Et il y avait un article sur John Waters, aussi un metteur en scène qu'à l'époque personne ne connaissait. Absolument, non, on était très branchés. Moi, c'est l'époque où après j'ai travaillé pour Andy Warhol pour son journal. J'étais correspondant à Paris. Et c'était très très branché, c'était l'époque du Palace, tout ça. Enfin, je veux dire, moi je suis passé de la drogue à la mondanité, ça m'a fait le plus grand bien. Et alors il se trouve que c'était un journal qui paraissait sans périodicité. Voilà. Et il y avait un affichage sauvage devant le 7 qui était un club de Fabrice Hébert à Paris. Gay, absolument, le club de Fabrice. Et le slogan c'était soit le journal qui sort quand il est prêt, soit le journal qu'on lit le matin avant de se coucher. Ah non, c'est une expérience extraordinaire. Et il y avait des dépôts, c'était en dépôt-vente chez les libraires, et ça, c'est devenu culte. Oui, c'est devenu culte. Ça n'a jamais marché parce qu'on sortait de façon complètement disparate. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a une expo il y a pas longtemps à la Villette où il y avait un stand Façade. Là, le Grand Palais vient de me racheter des trucs aussi. C'était à l'époque, j'étais très intéressé par ça. C'est-à-dire, on gagnait pas un rond. Mais l'argent n'était pas mon problème, quoi. Puis il y avait un article assez étonnant, c'est que je crois que c'est vous qui l'avez écrit, sur Kennedy qui aurait survécu et qui aurait fini chez Onassis. Oui, alors moi j'aime bien ça, j'aime bien ce genre d'histoire. Donc en fait, Kennedy, fou et défiguré, s'est réfugié à Scorpios dans l'île d'Onassis, ce qui explique le mariage de Jacqueline avec Onassis, etc., etc. Oui, c'était, moi de temps en temps, je tentais une petite nouvelle. Oui. C'était pas un journal d'écriture.
Mais de temps en temps, je tentais une petite nouvelle. Ouais. Et puis ce journal a été le premier à parler de quelqu'un qui est devenu célèbre en enrobant les ponts, c'est Christo. Ouais. Personne n'en parlait à l'époque. Alors Christo, donc personne ne parlait de Christo, évidemment, il a emballé, je crois, l'Arc de Triomphe, le Pont Neuf, etc. Et alors un jour, on dit on va interviewer Christo. On va voir Christo, il dit voilà, non, on a une idée, on voudrait vous emballer. Alors il dit non, on rigole pas avec ça. Enfin, il était très, mais comment on pouvait me proposer ça et tout ça. Donc on a fait la photo d'un mec emballé et on a mis la tête de Christo. Et ça a marché. Et tout le monde a cru que c'était Christo qu'on avait emballé, oui. Alors j'en reviens à Thierry Ardisson, à la publicité. Je crois que votre première publicité est liée à cette chanson. Oh, Daniela, la vie. Parce que Daniela, c'est les chaussettes noires, et que les chaussettes noires ont été sponsorisées par Stem. Et je crois que Stem est votre premier slogan publicitaire. Absolument, à 16 ans. Bravo. Non, c'est vrai que moi j'étais chez mes parents, c'était la fin de mes études supérieures. Et puis, je savais pas quoi faire de ma vie. Je savais que je deviendrais célèbre, ce qui est quand même extraordinaire. Mais je savais pas dans quoi. Et je vois concours de publicité organisé par les chaussettes Stem. Et donc je dis, j'ai fait un slogan, c'est Stem un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Les mecs me répondent, écoutez, vous n'avez pas gagné le concours, mais c'est pas mal. Et ça a suffi pour me dire, bah tiens, je vais faire de la pub. Je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, j'avais pas d'argent. Alors l'époque était formidable parce que d'abord j'étais chez Publicis et c'était René Victor Pile, l'écrivain René Victor Pile, qui a écrit L'Imprécateur, qui était directeur de la création et qui me dit, écoute, t'as pas fait ton service militaire, on peut pas te prendre. Et là, je descends les Champs-Élysées et je vois marqué BBDO, agence de publicité. Je monte 7e étage, Champs-Élysées, et là, la fille me dit, vous cherchez quoi? Je dis, je cherche du boulot, asseyez-vous. Et puis au bout d'un moment, passe un type qui s'appelait Georges Svoboda, qui s'occupait de la promotion des ventes, et qui me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux bosser, moi. Il m'a appris à la promotion des ventes, c'est pas trop mon truc. Et puis après est arrivé Yves Navarre, encore un écrivain, qui arrivait de chez Publicis aussi, et qui m'a permis de commencer à faire mes premières créations. Et après, vous êtes allé dans les agences, il y a TWA. Oui, après, alors, disons que ma vraie agence formatrice, c'était TBWA, qui est devenue... Moi, j'ai assisté à la naissance. Ils étaient 4 autour d'une table. Et puis après, c'est devenu une agence mondiale. Et j'ai beaucoup appris avec le patron. Moi, j'ai vraiment 2 personnes qui m'ont super impressionné dans la vie. C'est le patron de TBWA, Bill Tragos, et Daniel Philippaki. Voilà, moi, Philippaki, c'était mon dieu. Avec qui vous avez créé des journaux. Ouais, puis je voulais être lui, quoi. Et ça m'est arrivé rarement dans la vie. Alors, vous avez ensuite décidé de créer votre propre agence de pub. Business. Et là, vous avez inventé aussi une formule qui sont les spots publicitaires de 8 secondes. Exactement. C'est-à-dire on s'adressait à des annonceurs qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui voulaient passer à la télé, mais le format 8 secondes existait. Simplement, personne l'utilisait parce que les créatifs, faire des films de 8 secondes, c'est mieux de faire 1 minute, quoi. Ou 30 secondes, disons. Et là, comme nous, on était chez nous, moi, j'avais plus besoin de me faire un dossier pour me vendre ailleurs parce que j'avais mon agence. Donc, on a fait les fameux 8 secondes, effectivement, on m'en parle encore aujourd'hui. Ça reste comme un... Alors que le vrai publicitaire, c'était Jacques Séguéla, c'était pas moi. Mais en même temps, il y avait des inventions. La paire, il y en a pas 2, c'est vous. Oui. Et puis moi, je vois encore des ados aujourd'hui qui disent vas-y Waza. Oui. Parce que c'est vous qui avez inventé ça, Thierry Ardisson. Ça, et puis aussi Ovomaltine, j'ai 8 secondes pour vous dire qu'Ovomaltine, c'est... Et puis les moines aussi. Oui. Chaussée, oh moine, amen. Il y avait... Non, on se marrait bien, mais ça n'avait... Les créatifs se foutaient un peu de nous. Le club on n'a jamais été primé au club des directeurs artistiques, par exemple. Mais les clients étaient contents parce que, avec un petit budget, ils occupaient de l'espace, quoi. Mais moi, je me souviens du slogan Eleska, c'était ski. Sacha Guitry. Exactement. Et André le chausseur sachant chausser. C'est qui, ça? C'est Charles Trenet. Ah oui. En 36 à Radio Cité. Ah, c'est drôle. C'est extraordinaire. Ouais. C'est des slogans qui restent aujourd'hui. Et puis, finalement, vous avez vécu en parallèle ces années Palace, car il y avait l'agence le jour et le soir le Palace. Ouais. Et ça, c'était la fête. C'est une fête qui est devenue mythique, ce qu'on n'imaginait pas à l'époque. C'est-à-dire que les années 70, ça n'avait pas été des années de boîte de nuit. Les gens étaient plutôt chez eux à écouter de la musique planante en fumant des pétards. Et c'est vrai que le Palace a été la dernière utopie des années 70, et non pas, c'était pas la première des années 80, c'est la dernière des années 70. C'est-à-dire que Fabrice Haimer voulait un club
où il y ait des pauvres, des riches, des laids, des beaux, des hétéros, des homos. Enfin, il voulait créer une espèce de microcosme comme ça, où tout le monde se parlait, tout le monde dansait ensemble. Et c'est intéressant, ça s'est arrêté, le Palace, ça s'est pas arrêté, mais c'est fini. Le jour où ils ont créé le Privilège en bas, et quand on voulait aller du Privilège au Palace, on pouvait y aller, mais quand on voulait aller du Palace au Privilège, on ne pouvait pas y aller. Et donc ça a recréé les classes sociales, et l'esprit Palace, c'est perdu, parce que ce qui était drôle, c'était, moi j'ai vu Saint-Laurent, assis sur un escalier, en train de draguer un coiffeur ni-moi, quoi. C'était à 4h du matin, quoi. Ça, c'est des choses qu'on n'a plus jamais revues, puisqu'après, il y a eu de nouveau les boîtes de riches, de nouveau les boîtes de pauvres, quoi. Moi, je me souviens de Frédéric Mitterrand sur une balançoire imitant Lana Turner. Exactement. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. On se demandait pas ce qu'on faisait le soir. On allait au Palace. C'était notre vie, quoi. Et alors, il y avait des gens avec des looks incroyables. Il y avait beaucoup de couturiers. C'était l'époque de la mode. Donc, il y avait Saint-Laurent, Lagerfeld, Kenzo. Puis il y avait Mick Jagger, il y avait Andy Warhol. Enfin, il y avait Roland Barthes qui a dit le Palace n'est pas une boîte de nuit, parce que lui, il y voyait toute la dimension sociologique, évidemment. Et il se trouve que ce Palace, avant, était un music hall. Et en 1937, il y a une revue marseillaise qui arrive à Paris. Et dans cette revue marseillaise, il y a un débutant de 13 ans qui s'appelle Charles Aznavour. Ah oui. Qui a débuté au Palace Aznavour. Dans cette revue. Vous m'auriez dit Yves Montand, Aznavour. Aznavour. Parce qu'il avait pris il travaillait en Provence dans une troupe et il avait pris l'accent marseillais pour jouer dans ce spectacle. Alors ça, c'est votre vie de Palace. Mais après, il y a la vie de la télévision. Et ça, on va en parler longuement. Et pas seulement à cause du livre, à travers la date du 22 septembre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Ardisson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thierry Ardisson à l'occasion de la sortie de L'Homme en Noir chez Plon, un livre de souvenirs très particulier qu'on évoque pour l'instant au fil de l'interview, mais qu'on va encore développer tout à l'heure. Et il y a une date importante que vous évoquez d'ailleurs plus ou moins dans ce livre, le 22 septembre 1985, la première de cette émission qui va marquer vos débuts ou peut-être vos adieux. Oui. Scoop à la une, car avant d'entrer sur le plateau, vous avez dit « je n'irai pas ». Oui, j'avais un trac mais épouvantable, et Catherine Barma vient me voir dans la loge, et j'ai dit « j'y vais pas oui. ». Et elle me dit « tu rigoles, il y a les cadreurs au casque, il y a le public, il y a les invités ». Bon, déjà, j'avais invité Henri Salvador sans le consentement de Catherine. À l'époque, j'étais qu'animateur, je suis pas producteur. Elle me dit « mais c'est le producteur qui choisit les invités. Qu'est-ce qui t'a pris d'inviter Salvador ?» J'ai écoute, j'ai tellement de trac que j'ai préféré prendre quelqu'un qui m'est familier. Et donc Salvador, moi, évidemment, j'ai dit à Catherine, j'y vais pas, dis-leur que j'ai le cancer. Oui. Comme si le cancer pouvait arriver comme ça. Et donc j'y vais finalement, je transpirais, j'étais sur un siège un tabouret de bar, c'est bon. Et Salvador, on était obligé de prendre le bon dans une prise et le jour dans l'autre. Salvador disait, je sais pas où ils l'ont trouvé celui-là, mais il est gratiné. Et vous n'étiez pas en rose et noir, mais en rose et gris sur Oui, à l'époque, j'étais encore en gris avec des Lacoste de couleur. Et puis petit à petit, le look s'est affiné. Alors, il se trouve que cette émission, effectivement, est née parce que Hervé Bourges avait confiance en vous, alors que vous aviez eu quelques soucis avec une première émission Descente de police. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a fait remarquer par Marie-France Brière, qui était directrice des variétés de TF1 à l'époque, TF1 non encore privatisé, elle avait vu ça dans Rock et Folk, c'est-à-dire on était comme deux flics avec mon copain Jean-Luc Maistre, et on interviewait les gens. Mais quand on les interviewait, c'était gentil. Et puis après, quand on réécrivait, c'était « tu vas parler, connard ». Sauf que là, j'ai dit « mais Marie-France, c'est pas possible, on va pas leur parler comme ça directement. Tu te démerdes », enfin, Marie-France. Et donc, je me souviens de scènes absolument épouvantables, notamment Karen Cheryl, dont j'avais un tesson de bouteille à la main, j'avais cassé comme ça, un tesson de Cronenbourg. « Tu vas parler, ouais, tu vas parler ». Et elle envoie la main pour attraper, elle se coupe la main. À l'époque, elle était sur TF1. Elle appelle Hervé Bourges. Je lui dis non, mais c'est pas possible. Et la fin de l'histoire, il y a eu 7 numéros. La fin de l'histoire, c'est Bourges qui est convoqué à la haute autorité. Et ils lui lisent ce que j'avais dit dans l'émission. Il dit, mais vous vous rendez
rendez compte. Il a demandé à Jeanne Masse s'il était clitoridienne ou vaginale. Son copain, il a dit et anal. Et on peut pas passer ça sur TF1. Donc l'émission a été arrêtée. Et je me suis retrouvé en train de faire Scoop à la Une, qui était une émission beaucoup plus calme, évidemment, le dimanche après-midi. Avant moi, c'était Sacha Distel. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que je me mets à la place de Catherine Barma. C'est-à-dire que Sacha Distel était un type exceptionnel, évidemment. Et puis après Sacha Distel, qui était une aisance folle, elle se retombait sur Ardisson, qui était traqueur, qui transpirait, qui n'arrivait pas à aligner 3 mots. Elle a vraiment flippé. Elle a dit à Marie-France, mais tu couches pas avec lui. Parce qu'elle pouvait pas croire que Marie-France voulait me faire travailler, quoi. Surtout que pour vous, la télévision, c'était pas animer, mais concevoir votre idée. Oui, c'est-à-dire que moi, à l'époque, quand je suis arrivé à la télé, c'était Foucault, c'était Sabatier, c'était Sébastien, c'était Drucker. Moi, j'avais été élevé par l'ORTF. Mais en fait, ma vraie école aussi, faut le dire, ça a été l'ORTF avec Désir Gallard, François Chalet, Philippe Bouvard, évidemment. Je peux pas dire qu'il m'a pas inspiré quand on a vu mes émissions et les siennes. Et donc, c'est vrai que j'avais envie de tout foutre en l'air, quoi. Pour moi, la télé, c'était ringard. Et donc, tout de suite, j'ai essayé d'inventer mes formats et de faire vraiment ce que je voulais. On m'a laissé faire. On m'a donné les moyens. Ça aurait été dans le cinéma, ça aurait été pareil. On m'a dit, voilà de l'argent, fais ce que tu veux. Je me suis pas privé. Ouais. Oui, mais en même temps, bon, on connaît vos émissions, mais il y en a d'autres que vous avez inventées. On a oublié que c'était vous, comme par exemple à la folie pas du tout, avec PPDA, c'est vous aussi. Je devais le faire, en fait. Pour vous dire la vérité, je devais le faire. Et puis, c'est la seule fois de ma vie où j'ai reculé. Je savais que j'avais le trac. J'étais incapable d'animer en direct tout un dimanche après-midi. Et je suis allé voir Marie-France et Hervé Bourges. Et je leur ai dit, écoutez, je vais pas le faire. Mais comment tu vas pas le faire? Non. J'ai peur, j'ai le trac. Alors, on avait imaginé qu'on mettait des souffleries pour me c'est comme Foucault, moi. Sauf lui, on voyait la mèche. Et j'ai dit, non, je sais pas le faire. Et Marie-France Bruyère me dit, écoute, tu te démerdes. Trouve-moi un animateur. Et Poivre d'Arvor, à l'époque, était sur France 2. Le samedi à midi, il faisait une émission sur l'écologie. Enfin, le pauvre, il était désespéré. Je vais le voir. Et je lui dis, je voudrais te prendre dans cette émission. Si tu penses bien, me dit-il, que Hervé Bourges va jamais être d'accord. Je dis, c'est lui qui m'envoie. Et donc, il est venu, il a fait la folie pas du tout. Puis après, bon, il a fait le journal, et puis voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un concept aujourd'hui qui est repris partout, et c'est vous qui êtes le premier à l'avoir fait, c'est Face à France, avec Guillaume Durand sur la 5. Bravo, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Face à France, j'ai conçu des émissions pour moi, mais aussi pour les autres, comme Froufrou, ou avec Ruquier, on a tout essayé, Graines de Star pour Laurent Boyer. Et c'est vrai que là, oui, Face à France, on cherchait une émission politique du dimanche après-midi, et l'idée qui a été reprise, vous avez raison de le souligner, c'était qu'il y avait 50 Français choisis par l'IFOP, qui étaient vraiment représentatifs de la population française. Et Guillaume interviewait l'homme politique devant ce panel qui posait des questions. Voilà. Ça a été. Puis après, ça a été fait moins bien parce que TF1 l'a refait, mais il y avait 10 personnes. Enfin, non, l'idée, c'est que ça soit représentatif. Alors, l'idée suivante, c'est vous qui l'avez animée, c'est celle-ci. Alors, lancer sur la 5 une émission dans une discothèque, c'était pas évident au départ, Thierry Ardisson. En fait, là où ils étaient très malins, les Italiens, c'est que ils ont dit, on va diffuser La Petite Maison dans la Prairie en auto-reverse, c'est-à-dire quand ils arrivaient à la fin, ils recommençaient, et on a besoin d'une émission alibi. C'était très intelligent. Berlusconi était vraiment un génie de ça, hein. Et donc, il a dit, on va faire une émission dont tout le monde va parler et tout le monde va oublier que, par ailleurs, on fait pas grand-chose. Ça a marché. Et les gens, moi, je me souviens de Gérald de Roquemorel, qui dirigeait Hachette, qui était associé avec Berlusconi à l'époque, me disant, écoute, c'est pas compliqué. Chaque fois que je vais dans un dîner, on parle de ton émission. C'est le but de l'opération. Alors, ça s'est passé au bain-douche. Il faut savoir que Coluche avait répété dans la cave sa première pièce, qui était Thérèse est triste, écrite avec Colline Serrault, bien avant 3 hommes et un couffin. Et que là, vous connaissiez cette discothèque et l'idée est née comme ça. Oui, c'est-à-dire, non, en fait, Scoop à la Une, je le tournais au POPB à Bercy. Et c'était triste. On tournait le mercredi après-midi, enfin, c'est pas drôle du tout. On buvait un peu, parce que moi j'avais amené le barman du Bristol qui faisait des cocktails quand même, mais c'était triste. Et puis chaque fois que je sortais de là, j'allais au bain-douche.
Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas l'émission directement au bain-douche? Et ça a été bain de minuit. Ouais. Voilà. Et c'est une émission extraordinaire parce que je crois que c'est la seule fois, Thierry Ardisson, où Jean d'Ormesson a mis les pieds dans une discothèque. Ah mais oui, mais j'ai fait venir Simone Veil. Oui. J'ai fait venir des gens improbables. La première émission, il y avait Chaban-Delmas avec sa femme. Et non, j'arrivais à faire venir des politiques. Et puis, c'était chic, quoi. C'était vraiment très, très classe, quoi. C'était une émission, c'était l'époque encore où il y avait encore des gens comme Villalonga, des gens comme ça, quoi. Aujourd'hui, on sait même plus qui c'est. Non, il a écrit des livres, il était mondain comme on peut pas l'imaginer. Ah, mais c'était pas posé, oui. Puis c'était un gentilhomme. Alors, il se trouve aussi que votre passé court Whisky à Go vous a donné le sens de la musique et du rythme. Ça a été important pour toutes vos émissions. Oui, parce que d'abord, quand vous êtes disquaire, vous êtes bien obligé de vous y intéresser. Et c'est vrai qu'après, j'ai découvert que il y avait des accords entre la télé et la SACEM et qu'on pouvait utiliser tous les disques qu'on voulait. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, vous faites un documentaire, il faut demander aux ayants droit, ça coûte une fortune, etc. À l'époque, je disais, on va faire un jingle de 5 secondes avec une chanson des Beatles. Ce qui est inimaginable, quoi. Donc quand j'ai découvert ça, évidemment, je m'en suis donné à cœur joie. Et il se trouve aussi que vous avez inventé des séquences qui sont devenues cultes dans vos émissions. Les micro-trottoirs, le Monsieur Fatal, tout ça, ça n'existait pas à la télévision. Non, c'est venu comment? Le blind test, par exemple. Oui. Quand j'étais à Montpellier, donc j'étais abonné à un journal anglais musical qui s'appelait Melody Maker. Et il faisait des blind tests, mais sur papier. Et moi, je l'ai introduit à la télévision. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas une émission, ils font pas un blind test. Et sur Internet, pour les enfants, il y a des blind tests Disney, ils sont des millions à jouer. Bien sûr, non mais c'est un jeu, les gens ils jouent à ça en partant en vacances dans la voiture, ils jouent au blind test, quoi. C'est vraiment... Mais moi je suis pas bon au blind test. Celui qui était bon, c'était Baffy. Voilà. Il trouvait tout à la première note, Baffy. Mais vous avez surtout respiré en permanence l'air du temps. Et c'est aussi le côté publicitaire qui vous a servi en télévision. J'ai surfé sur l'air du temps. C'est-à-dire que... je me disais même pas, je vais piquer des idées. Hein. Ça venait naturellement. C'est une réaction finalement à ce que je voyais. J'ai toujours été dans le coup. Sauf la dernière, Salut les terriens, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que là, d'un seul coup, j'avais le sentiment d'avoir perdu le feeling, quoi. Je sentais plus l'époque, quoi. Voilà. Mais non, mais l'époque, vous l'avez surtout senti lorsque vous êtes arrivé sur le service public avec cette émission. Ah oui. Lunettes noires pour Nuit blanche, qui était au départ un slogan publicitaire. Oui, au départ, quand je faisais Façade, dont vous avez parlé tout à l'heure, les annonceurs nous demandaient des publicités dans le style Façade. Et un jour, il y a un fabricant de lunettes qui vient nous voir, et moi je ferais bien de la pub dans votre journal, mais faites-moi une annonce qui soit un peu Façade. Et moi j'avais trouvé Lunettes noires pour Nuit blanche. Et un jour, je me retrouve avec la direction de France d'Antenne 2, et ils me disent, alors, qu'est-ce que vous feriez, monsieur Ardisson, si on vous donnait le samedi soir à la place des enfants du rock? Et moi, j'ai dit, je ferais pas une émission de rock, je ferais une émission rock. Très bien, vous l'appelleriez comment? Et là, je savais plus du tout. Je fais Lunettes noires pour Nuit blanche. Ah, très bien, voilà. C'était réglé en 30 secondes. Et c'est vrai que ça a été déjà, c'est pas un double jeu, mais ça a été déjà quand même, c'était pas comment tout le monde en parle. Oui. Mais ça a eu du succès. Oui, puis en plus, c'est les interviews formatées sont nées là. Exactement. C'est-à-dire que quand je faisais une interview, j'avais d'abord à cœur de rappeler qui est un peu les clés d'une vie, c'est-à-dire de rappeler qui était la personne. Ensuite, la promotion, parce que si les gens sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre. Et puis après, il y avait des petites interviews de 4 minutes, 5 minutes, les fameuses interviews formatées. Et en fait, la seule qu'on connaissait à l'époque, c'était le questionnaire de Proust, dont Pivot s'est servi abondamment. Et moi, j'en ai inventé 70. Alors, les 70 ne sont pas bien, mais il y a une dizaine qui ont fonctionné. Et surtout en travaillant beaucoup, car chaque émission, c'était vous enfermer pendant 2 jours pour tout préparer et écrire 200 fiches à la main en éliminant les ratures. Ah oui, s'il y avait une rature à la dernière ligne, je recommençais la fiche. Ce qui est cinglé, mais bon. Non, j'arrivais sur mon... Parce que je me disais, j'avais sans doute raison, je me disais que si on voulait que ça parte dans le délire, il fallait qu'il y ait une base. La base, c'était les fiches. Alors, je me trouvais à 3h du matin, un peu pété au champagne. Je m'accrochais aux fiches et je regardais mes fiches. Sans ça, ça aurait pas été aussi bien. Parce que là, même le
le dernier invité de la soirée, il avait droit à une vraie interview, quoi. Exactement. Et il fallait beaucoup travailler pour ça. Oui, puis moi, je suis vous savez, c'est un peu comme les flics. Si vous disent, hier soir, vous avez dîné au restaurant avec machin, vous dites, oh là là, si c'est ça, il sait tout. Moi, je me souviens de Jean-Claude Brialy, que j'adorais. Un jour, il vient dans l'émission et je lui dis, oui, vos parents avaient une frégate avec les pneus flambants. Alors là, le mec s'est dit, oula, je vais pas lui raconter d'histoire. Apparemment, il est renseigné. Voilà. Et moi, je me suis aussi renseigné en lisant votre livre, et on va l'évoquer à travers la date de sa sortie, le 7 mai 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Ardisson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thierry Ardisson. Donc, le 7 mai 2025 est sorti ce livre, L'homme en noir chez Plomb. Alors, vous avez décidé de raconter vos souvenirs, mais vous avez, comme d'habitude, comme vous êtes un concepteur, trouvé une formule originale pour les raconter. Une émission pas comme les autres. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un animateur. C'est moi. Oui. J'arrive sur le plateau, tout le monde en parle un samedi soir. Et il se trouve une lettre de menace de mort dans la loge. Bon, je l'arrange parce que des menaces de mort, voilà, tout le monde en a. Et quand j'arrive sur le plateau, après le générique, on comprend que je me prends une balle dans la tête. Et à partir de là, débarquent tous les personnages de ma vie, parce qu'il paraît que quand on meurt, on voit arriver tous les personnages de sa vie. Sauf que moi, ils arrivent par le grand escalier avec la même lumière, la même musique, les mêmes applaudissements que les invités habituels du samedi soir. Et alors, ça va... Il y a des moments drôles... avec Hanouna, avec tout ça. Il y a des moments émouvants avec mes parents. Il y a des moments surréalistes, beaucoup de moments surréalistes. Je me suis vraiment marré à le faire. C'est-à-dire que, espèce d'émission, espèce de tout le monde en parle sous acide. C'est-à-dire que quand au début, Catherine Barma me dit Lucchini est en forme, tu vas vraiment te marrer, je dis j'accueille Johnny Hallyday, quoi. Non mais... elle me dit mais t'es con ou quoi? Et à partir de là arrive Johnny Hallyday. Alors après on sait pas ce qui est, par exemple, que le fait que le père de Johnny Hallyday était collaborateur, ça n'est pas sorti en fait. C'est moi, je suis le premier à en parler. Mais même moi, quand j'ai eu Johnny Hallyday sur mon plateau, je n'osais pas lui en parler. Il faut dire la vérité. Et puis là, bon, on peut en parler évidemment, il est mort. Et donc je raconte cette espèce d'attitude extrêmement timide qu'avait Johnny quand on l'a connu. En fait, son côté bunkérisé, c'était dû à son enfance où à l'école on le traitait de fils de Boche quand même. C'est pas voilà. Et quand son père est parti en 44, sa mère lui dit il est parti avec une femme. En fait, il était parti pour échapper à l'épuration. Et il s'est retrouvé à Madrid. Donc voilà. Alors ça c'est vrai. C'est pas connu mais c'est vrai. Et puis il y a des choses, des gens que j'ai jamais interviewés comme Lady Di. Ou Marie-Antoinette, et puis des gens que j'ai interviewés comme Gorbatchev. Donc c'est un mélange, et puis il y a des choses très personnelles, émouvantes, je dirais, c'est-à-dire, quand je reçois mes parents, ces deux comédiens super sapés qui arrivent, qui me disent « Ouais, problème, à Megève, l'appartement est trop grand ». Et là, il y a mon frère qui arrive du bout du studio et qui dit « Mais c'est pas nos parents, tu vois bien que c'est pas nos parents ». Et pourquoi c'est pas? Je dis non, les parents. Et puis bon, mes vrais parents arrivent, et là, il y a une explication des gravures. Et je suis content de le faire, d'ailleurs, de rendre à mon père ce qu'il m'a donné. Et ce que je n'avais jamais fait, quoi. Et donc voilà, c'est un livre, disons qu'on s'ennuie pas parce qu'il arrive toujours quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'est un page turner. C'est-à-dire qu'en tournant les pages, il y a Noah qui arrive, mais c'est pas le vrai Noah. Il est en intelligence artificielle, comme j'ai fait avec Gabin, Dalida et Coluche dans Hôtel du Temps. Voilà, il y a des personnages. Il y a Jésus à la fin. Il y a Sainte Rita qui me dit moi je peux rien pour vous, Monsieur Ardisson. Il y a que Jésus. J'espère que Dieu vous enverra son Fils. Et moi je dis vous inquiétez pas, il est là. Il y a Jésus qui arrive. Enfin, c'est mes enfants qui viennent me dire à la fin papa, tu t'es toujours culpabilisé parce que tu t'occupais pas de nous. Vraiment, t'avais du boulot. Mais rassure-toi. On a vécu dans un haras en Normandie en allant en vacances aux Seychelles et aux Maldives. Donc c'est une espèce, ouais, c'est un peu les compteurs à l'heure, quoi. Oui, et en même temps le rythme de vos émissions. Oui, il y a de la musique, il y a des sampleurs. Exactement. Il y a Magnéto Serge. Comment c'est né Magnéto Serge d'ailleurs? Bêtement. Vous savez, les trucs les plus connus naissent bêtement. C'est-à-dire Magnéto Serge. Par exemple, Orlando exige le clip. C'est parce qu'Orlando, un jour, vient avec Hélène Ségara, il dit « Moi, je t'amène mon artiste, mais à une condition, c'est que tu passes le clip. » Et alors, quand on est arrivé là, j'ai dit « Orlando exige le clip. » Puis après, c'était devenu un truc. Alors, quand j'avais des acteurs des chanteurs anglais ou américains, genre Cyndi Lauper ou, je sais pas, Robbie Williams,
je disais Orlando exige le clip. Alors il disait what? Alors je leur faisais dire en français Orlando exige le clip. Orlando, il m'en parle à chaque fois que je le vois, quoi. C'était... Et l'homme en noir, qui est le titre de ce livre, pourquoi cette tenue noire que vous avez instituée au fil des décennies? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la praticité. C'est-à-dire, le matin, quand je me lève et que je m'habille, je vais dans la penderie, je prends le costume qui sort du pressing. Donc, j'ai pas de souci d'accorder le bleu avec le vert. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, j'étais plus grassouillé il y a quelques années. Donc, j'avais besoin d'être plus mince. Ça me mincit. Et puis, je crois que la vraie raison, en fait, elle m'est venue aussi en faisant ce bouquin, parce qu'à un moment, dans le livre, je demande un prêtre, et c'est Don Patillot qui arrive, quoi. Là, ça se bouscule dans ma tête, c'est pas un vrai curé, c'est Don Patillot. Il veut que je chante Panzani, des pattes. Je le vire quand même. Je dis, non, attendez, j'ai pas demandé les funérailles nationales, mais je vais quand même pas chanter Panzani avant de mourir, quoi. Et donc, cette idée des personnages de pub, c'est-à-dire le géant vert, le cow-boy Marlboro, Don Patillot, c'est-à-dire des gens qui sont toujours les mêmes, qui sont des espèces d'archétypes, et un peu comme Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, il savait jamais comment s'habiller, il était gras, il avait son éventail parce qu'il transpirait, et puis un jour, il a décidé de mincir, et il a fait cette silhouette noire, avec juste le catogan, très mince. Donc voilà, c'était l'idée de créer un personnage, quoi. Voilà. En même temps, vous expliquez dans ce livre que vos invités viennent. Alors, ils sont pas obligés de venir. Certains, après, se plaignent, mais ils avaient qu'à pas venir. Bah là, j'ai eu droit à beaucoup de plaintes. Je sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai aucune affaire MeToo sur le dos. Donc, c'est vraiment pour me faire chier, parce que moi, j'ai jamais eu de problème MeToo. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes actrices, de jeunes chanteuses de l'époque qui disent oui, nous sexualiser, etc. Je dis, les questions que je vous posais, je les posais aussi à Michel Rocard, parce que Sucé s'est trompé. Je l'ai pas demandé à une actrice, j'ai demandé à un Premier ministre. Donc c'est puis elle savait où elle mettait les pieds, et puis pour la plupart elle revenait. Christine Angot qui a fait un scandale quand Macron m'a donné la Légion d'honneur, elle a fait une pétition dans Libération pour dire c'est comme si Macron lui avait donné une gifle, et en fait elle est venue en 1999 en expliquant à tout le monde que j'étais un mec infréquentable. Elle était là l'année d'après. Et la Légion d'honneur, justement, vous avez hésité avant de l'accepter, Thierry Oui, Ardisson. parce que je vais vous dire la vérité. Quand on me parlait Légion d'honneur, je disais oh non, pas la Légion d'honneur, Sheila là. Oui. Et le jour où j'ai eu la Légion d'honneur, il y avait Sheila à côté de moi. Je me suis aperçu qu'elle l'avait pas du tout. Et non, parce que c'est un truc, c'est vraiment la Légion d'honneur. Et puis après, bon, j'ai dit ça quand même. Là, moi, je suis monarchiste, donc la République qui me récompensait, je trouve ça. Puis après, je me suis dit ça a été inventé par un empereur. Donc après tout, pourquoi pas. Et en fait, j'étais très content parce qu'il faut dire la vérité. Voilà, on peut pas dire que quelconque, c'est récompensant. J'avais refusé 2 fois, puis là j'ai accepté. Et puis Macron, enfin, alors là, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il a fait un discours incroyable, mais très bien écrit, beaucoup d'humour. À un moment, il dit le succès, c'est parfois aussi de se tromper. Enfin, tout était à double sens comme ça, c'était formidable. Et d'ailleurs, moi, je me souviens d'une scène où Michel Audiard, anarchiste total, avait accepté la Légion d'honneur, oui. Et Jean Carmel l'insultait en disant tu n'as pas accepté cette rosette. Ah oui, c'est le symbole qu'on est rentré dans le rang, quoi. Et puis, alors, dans ce livre, il y a des passages émouvants, notamment sur la drogue, car vous ne vous en cachez pas et vous expliquez, Thierry Ardisson, les raisons qui vous ont poussé pendant des années à être drogué. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous prenez de l'héroïne, par exemple, chose que vous n'avez, j'espère, pour vous jamais fait. Moi, je bois que de l'eau. Tant mieux. Et c'est vrai que au début, vous vous dites, mais c'est extraordinaire, quoi. J'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de voyager, j'ai plus envie de baiser, j'ai trouvé le bonheur en poudre. Donc, vous en prenez, évidemment. Le problème, c'est qu'on en prend au départ pour être bien, après on en prend juste pour pas être mal. Et que pour être dans l'état où je suis aujourd'hui, à une époque, je prenais de la drogue, mais ça me faisait plus rien. Donc, j'ai décidé d'arrêter, mais tous les gens avec qui j'en prenais, la moitié sont morts du sida et l'autre moitié d'overdose, quoi. C'était très, très dangereux. Mais on se rendait pas compte parce qu'on était la première génération à avoir la drogue en vente libre. Je crois que c'était vraiment maintenant, malheureusement, quand on voit ce qui se passe. Mais à l'époque, l'héroïne, c'était réservé aux jazzmen noirs dans les bas-fonds de Harlem, quoi. C'était pas un truc qu'on trouvait partout. Et puis vous évoquez ceux qui sont très importants à vos oreilles, les Beatles. Oui. Car pour vous, c'est presque l'essentiel, les Beatles. Oui. C'est bien que vous disiez ça, parce que ils ont changé ma vie. D'abord, quand ils se mariaient, je me mariais. Quand ils divorçaient, je divorçais. Quand ils allaient en Inde, j'allais en Inde. Quand ils prenaient de la drogue, je prenais de la drogue. Non, ce qu'il faut dire sur les Beatles, c'est que
il y a ceux qui ont eu la chance, comme moi, d'assister à leur évolution. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, ils faisaient du rock traditionnel. Après, ils rencontrent George Martin et ils mettent les instruments européens, la flûte, le clavecin, tout ça. Après, George Harrison va en Inde. Il revient avec la musique indienne. Donc les Beatles, c'est une fusion et une créativité. Alors là, je veux dire, il n'y a personne qui a écrit autant de bonnes chansons. Jamais. Et puis vous êtes allé à Londres alors que vous n'aviez pas un sou pour assister à l'avant-première d'un film télé qui était Magical Mystery. Oui, qui est un film pourri en plus. Et je vais à Londres pour le voir, être le premier à le voir, sur un poste de télé dans une chambre où il fallait mettre du pognon dans le compteur, sinon on n'avait pas d'électricité. Enfin, c'était vraiment... Puis Londres à l'époque, enfin c'était... Et donc, ça c'est vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est que j'allais dans cette boîte qui s'appelait le Marquis et que j'ai pissé à côté de John Lennon. Malheureusement, ce n'est pas vrai. En revanche, j'ai rencontré bien plus tard George Harrison et tout ce que j'ai trouvé à lui dire, c'est j'aime beaucoup ce que vous faites. Tellement j'étais... Non, mais j'étais vraiment... Pour moi, ce sont les plus grands. J'aime beaucoup la chanson française. Surtout en ce moment, j'écoute Delpech, Nougaro, tout ça. Je redécouvre. J'ai écouté beaucoup de choses anglaises et américaines. Là, je redécouvre vraiment la chanson française. Mais les Beatles, ils sont même. Enfin, il y a rien de comparable, quoi. C'est depuis Schubert. Et en même temps, Magical Mystery, John Lennon a expliqué un jour qu'il ne pouvait plus faire tourner, donc la seule solution, c'était de faire un film. Oui. Bah, ils faisaient des films, c'est là qu'ils ont commencé à faire des albums en studio. Mais Magical Mystery Tour, oui, c'était. Il y a une scène à la fin qui est bien, parce qu'ils étaient assez simples, ils se déguisaient, quoi, contrairement à Mick Jagger, qui a toujours voulu faire le rocker. Il y a la scène finale de Magical Mystery Tour, ils sont en blanc, c'est une comédie musicale américaine, ils descendent un escalier, Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vos émissions sont tellement cultes qu'aujourd'hui, il y a une chaîne que l'INA a mise au point où on revoit toutes vos émissions, ce qui est quand même unique, Thierry Ardisson. Ben oui, c'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez revoir Champs-Élysées, ce que je ferai avec plaisir de temps en temps, si vous voulez revoir Les Enfants du Rock ou Ciel Montmardi, c'est pas possible. Et moi, quand l'INA me l'a proposé, ils m'ont dit, voilà, on voudrait faire une chaîne avec tes émissions. On a fait ça proprement, c'est-à-dire c'est rangé, c'est pas en vrac, hein. Il y a les stars américaines, les stars françaises, les témoignages, l'humour, tout est bien rangé. Et il y a tout, même des choses qui me desservent. Parce que... Par exemple, sur l'affaire Kanta, Netflix a fait un documentaire où j'ai pas le beau rôle. Et c'est vrai que je l'ai laissé sur... Enfin, j'ai pas le beau rôle. J'ai autorisé le frère de Kanta à défendre son frère. Tout le monde a droit à un avocat, même Klaus Barbie. Hein, je veux dire, bon. Mais bon, ça, aujourd'hui, on comprend plus qu'il y a un avocat de la défense. Mais bon. Et donc, oui, tout est disponible. Voilà, il y a pas un truc, j'ai dit ça, je vais pas le mettre. J'ai dit, soyons honnêtes. À partir du moment où il y a tout, il y a tout. Voilà. En même temps, aujourd'hui, le talk show vous intéresse plus, mais le cinéma vous tente parce que le cinéma vous a toujours tenté. Oui, mais c'est trop tard, j'ai raté le truc. C'est-à-dire que quand je me suis fait virer de France Télévisions où je faisais Tout le monde en parle, si j'avais été, j'aurais dû aller faire du cinéma, c'est-à-dire me mettre au pied du mur et être obligé de réussir. Mais j'ai continué à faire de la télé, j'ai fait Salut les Terriens sur Canal, et je me suis pas, voilà. Mais en même temps, confidence pour confidence, aujourd'hui, si je peux vivre sans travailler, c'est grâce à Canal et à Salut les Terriens. Donc, je serais peut-être fait du cinéma, mais je serais peut-être en train de crever de faim. Ce n'est pas mon ambition. Non, et puis surtout, est-ce que vous vous rendez compte, avec le recul, de tout ce que vous avez inventé pour la télévision et de tout ce qui a été repris? C'est ce que je disais avec Bédé, qui est toujours la critique facile. Je disais, écoute, il vaut mieux avoir été le champion de la télé que le numéro 3 de la littérature. C'est vrai que bon, j'ai fait des best-sellers, c'est vrai. J'ai jamais voulu être écrivain professionnel, c'est vrai aussi. Mais bon, les gens, aujourd'hui, il y a encore des polémiques sur des émissions que j'ai fait il y a 25 ans. Je veux dire, justement, les fameuses starlettes offensées. Vous savez, aujourd'hui, les gens croient que parce qu'on est offensé, on a raison. Et donc, elles sont très offensées souvent. Et c'est marrant que 25 ans après, ça fasse encore le buzz, quoi. Oui, mais vous avez encore plein d'idées pour écrire des livres. Oui, non, ça, j'ai des idées. Non, mais je viens de faire une émission que j'aime beaucoup. C'est Imaginons qu'il y ait une chaîne d'infos ce jour-là. Oui. Donc, on l'a fait pour le débarquement, on l'a fait pour le 8 mai. J'espère qu'on le fera pour Hiroshima. C'est-à-dire donc, la rédaction de France 2 a super joué le jeu. Et vous avez Julien Bugier qui dit il y a des avions au-dessus de la Manche, c'est peut-être le débarquement. Et toute la rédaction a joué le jeu. C'est formidable, ça. Non, je prends beaucoup de plaisir à trouver des idées et à les produire.
Mais de là, moi, j'ai plus envie de faire de talk-show. De la radio, peut-être, parce que j'aime le côté intime de la radio, etc. Peut-être une émission musicale à la radio. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de vedettes. Qu'est-ce que je voulais que vous dise Dormesson est mort, Gainsbourg est mort, Karl Lagerfeld est mort. Bon, les Américains, ils viennent plus. Avant, ils venaient, mais maintenant, ils viennent. Ils restent une journée dans un hôtel. Dès que vous dites quelque chose, et les réseaux sociaux sur le dos, par des abrutis qui n'ont pas vu l'émission, qui ont juste vu les extraits sur Twitter, ce qui fait qu'ils racontent n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas vu l'émission. Et donc, si vous voulez, non, j'ai pu... Là, j'ai fait un Paris Dernière spécial pour les 30 ans, oui. Mais la chaîne m'a dit, est-ce que vous voulez continuer? Je dis non, on en fait un. D'ailleurs, au lieu d'aller dans une boîte échangiste à la fin, je vais à l'église Saint-Eustache et j'ai dit à tout le monde, voilà, aujourd'hui, voilà où on en est rendu. Les grandes orgues ont remplacé les chandelles. En tout cas, il y a beaucoup d'informations sur vous et très intimes dans cet homme en noir chez Plon que je recommande à celles et ceux qui vont vous découvrir ou vous redécouvrir autrement à travers ce livre. C'est vrai que c'est inattendu. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écrit et puis continuez à avoir des idées, c'est essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques. Merci Thierry. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.